Alors, donc, on va faire un petit résumé donc du cours sur la transformée de Laplace. Donc, soit f, une fonction donc définie donc de R dans R ou de R dans C, continue par morceau, qui est supposée nulle sur l'intervalle moins l'infini 0 et localement intégrable sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire, il est intégrable sur n'importe quel intervalle de la forme AB, avec A et B qui sont finis. Sur 0 plus l'infini, ça dépend de la fonction. Il peut ne pas être forcément intégrable. On appelle donc transformée de Laplace de la fonction f, lorsqu'il existe, c'est la fonction grand F définie pour chaque P appartenant à C par grand F de P égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins p t f de t dt. Puisque la fonction est linéaire entre moins l'infini 0, ça c'est la même chose que d'écrire, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins p t f de t dt. Donc la définition de la transformée de Laplace, il y a donc des points communs avec la définition de la transformée de Fourier, et on peut passer de l'une à l'autre dans certaines conditions. Donc lorsqu'on a donc petit f une fonction, donc on note par grand F sa transformée de Laplace, donc f, la variable c'est petit t, la variable donc grand F c'est petit p. Donc la transformée grand F, la transformée de Laplace de petit f, on la note par grand F. Fonction grand F, cette fonction-là, on la note aussi, on écrit c'est L de la fonction f, c'est L de f. Et lorsqu'on écrit aussi cette écriture-là, ça signifie que la fonction grand F de P est la transformée de Laplace de la fonction petit f de t. Et on dit que grand F est l'image de petit f. Et l'application qui a chaque petit f associé grand F, qui a chaque fonction f associée sa transformée de Laplace, on appelle cette application-là transformation de Laplace. Comme on a vu dans le cours précédent, la transformation de Fourier. Donc une petite remarque, donc soit u de t la fonction diviside, donc qui est égale à 1 pour t positif et 0 pour t négatif. Si on a f une fonction quelconque de R dans R ou bien de R dans C, donc lorsqu'on écrit petit f de u appliqué à t, c'est f de t que multiplie u de t. Puisque u de t est linéaire pour t négatif, donc ce produit-là, ça fait 0 pour t négatif. Et lorsque t il est positif, u de t égale à 1, donc là on obtient f de t. Donc la fonction f qui multiplie u est une fonction qui est nulle entre moins l'infini et 0. Et on utilise donc la notation suivante. Lorsqu'on écrit L de f pour une fonction quelconque, ça veut dire qu'on calcule par définition la transformée de Laplace de la fonction f qui multiplie u. Un petit exemple, donc transformée de Laplace de la fonction puissance, donc pour n appartenant grand N, on va désigner par f indice n la fonction qui a t associé t à la puissance n. Cette fonction-là. Donc la transformée de Laplace de la fonction f indice 0, c'est-à-dire t à la puissance 0, c'est 1. Cette fonction-là, donc c'est la fonction diviside, f indice 0. C'est égal à t à la puissance 0, c'est égal à 1. Ça, c'est pour les t positifs. Et pour les t négatifs, c'est 0. Donc en fait, c'est la fonction diviside, f indice 0. Donc par définition, donc sa transformée donc, de Laplace, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 dt. La fonction constante 1 dt, qui multiplie la fonction 1 qui multiplie exponentielle moins pt dt. Et ensuite, donc, il faut trouver une primitive de la fonction exponentielle moins pt.
Donc c'est 1 sur moins P, lorsque P il est non nul, 1 sur moins P exponentielle moins pt entre 0 et plus l'infini. En plus l'infini, donc il faut calculer moins 1 sur P, la limite quand t tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins pt. Moins cette fonction-là appliquée à 0, donc ça fait moins, ça fait 1 sur P, exponentielle 0, donc ça fait plus 1 sur P. Donc calculons cette limite-là. Donc on écrit que P égale à A plus IB, et donc l'exponentielle, module de l'exponentielle moins PT ça fait moins AT, moins B, moins IBT. Donc ensuite on utilise la propriété de l'exponentielle, on sépare et on prend les modules. Le module de l'exponentielle est θ, on sait que c'est égal à 1 lorsque θ est un réel. Donc ça c'est égal à 1 lorsque θ est un réel. On a le B c'est un réel, le T est un réel. Donc ça, le module est égal à 1. Et l'exponentielle c'est positif, donc en module, donc on obtient finalement cette quantité-là, exponentielle moins AT. Donc si A est strictement donc négatif, moins A c'est positif, que multiplier le T qui est vers plus l'infini, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et l'exponentielle de plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Donc on n'aura pas l'existence de la transformée de la place. Donc si la partie réelle de P qui est égale à petit a, qui est strictement supérieure à 0, on a limite quand t tend vers plus l'infini de ce module-là, c'est tout simplement la limite de l'exponentielle moins at, et puisque a est strictement positif, a fois t, ça tend vers plus l'infini, avec le moins ça tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, donc c'est 0. Et on obtient finalement ce résultat-là, c'est la transformée de la place de la fonction u, diviside en P, c'est égal à 1 sur P. Et cette fonction-là, elle est définie, c'est transformé donc de la place, elle est définie donc pour P tel que la partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Donc il est défini pour les complexes tel que la partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Ensuite, donc pour n donc supérieur ou égal à 0, on va noter par i indice n, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins pt que multiplie fn de t, c'est-à-dire t à la puissance n. Donc pour n supérieur ou égal à 1, et lorsque la partie réelle de p est strictement supérieure à 0, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins pt t à la puissance n dt. Pour calculer cette intégrale-là, on fait donc des intégrations par partie. On pose donc t à la puissance n égale donc u, et on pose exponentielle moins pt égale v'. Donc, lorsqu'on va faire des intégrations par partie, lorsqu'on va calculer u', on va abaisser le degré de t à la puissance n. Ça va devenir tn-1 et on continue. Donc lorsqu'on fait une intégration par partie, donc ça va faire v, donc une primitive de l'exponentielle moins pt, donc ça fait moins 1 sur p, exponentielle moins pt, que multiplie t à la puissance n, c'est-à-dire u. Donc ça entre 0 et plus l'infini. Moins avec le moins qui est là, ça fait 1 plus. Le 1 sur p est constant par rapport à l'intégrale, donc on le fait sortir. Et on va dériver, on va prendre u'. U', on va dériver t à puissance n, donc on va avoir n, tn-1. Donc on va avoir un n qui va sortir, n, il reste à l'intérieur, il reste l'intégrale de 0 à plus l'infini. Exponentielle moins p fois t, t à la puissance n moins 1, dt. C'est-à-dire on obtient ici cette quantité-là, c'est n sur p, l'intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle de moins pt, t à la puissance n moins 1 dt. Pour cette quantité-là, donc lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle moins pt, puisque p, la partie réelle de p, est strictement supérieure à 0, exponentielle moins pt va tendre vers 0.
et l'exponentielle, il l'emporte sur la puissance. Donc lorsque t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Quand t tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on a expliqué avant. Donc moins, ça va faire plus. Donc cette fonction en 0. Donc lorsque n est supérieur ou égal à 1, 0 à la puissance n, donc ça va faire 0. Donc tout ça, ça va faire 0 moins 0. Et finalement, il reste, on obtient donc I indice n, c'est égal donc à n sur p, et la quantité multipliée par n sur p, l'intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle moins p t à la puissance n moins dt, c'est la transformée de la place de la fonction t à la puissance n moins 1, c'est-à-dire c'est n moins 1. Par récurrence, donc ça, on répète, ça va faire n sur p, que multiplié. Pour n moins 1, on va avoir n moins 1 sur p, que multiplié, et n moins 2. Et on continue, donc par récurrence, on va avoir I indice n qui est égal à n fois n moins 1, et on va descendre, et on va avoir donc p fois p fois p fois p. Donc là, pour 2, on a donc n moins 1 sur p au carré, indice I indice n moins 2. Si on va jusqu'à I0, donc il faut retrancher, il faut faire n moins n ici. Il faut aller jusqu'à n moins n. Lorsqu'on va jusqu'à n moins n, donc là, on va avoir ici 1, là, on va avoir p indice n, et là, on va avoir I0. C'est-à-dire, finalement, donc n fois n moins 1 jusqu'à 1, donc c'est ce qu'on note par n factoriel. Là, p à la puissance n, et là, I0. I0, on l'a déjà calculé, on a trouvé que c'est égal à 1 sur p. Donc finalement, on trouve n factoriel sur p à la puissance n fois p, c'est-à-dire n factoriel sur p à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est la transformée donc, de la place de la fonction t à la puissance n en p. Donc ça fait n factoriel sur p à la puissance n plus 1. Par exemple, si on veut transformer de la place de la fonction t au cube, donc n égale à 3, ça va faire 3 factoriel sur p à la puissance 4, c'est-à-dire 6 sur p à la puissance 4. Donc on va donner donc quelques résultats donc relatif à l'existence de l'intégrale de la place. Donc supposons qu'il existe un z appartenant à C, tel que la transformée de la place de f en z existe. Alors, la transformée de la place de f en p, il va exister pour tout nombre p, tel que la partie réelle de p est supérieure ou égale à la partie réelle de z. Donc on a la chose suivante. Si on fait le calcul et on trouve que pour un certain z, la transformée donc de la place de f en z, il existe. Donc ce résultat, il nous dit que pour tous les p qui sont ici, donc les p, donc si on a ici donc z est de la forme alpha plus i bêta. Donc z il est par là, et là sa partie réelle c'est alpha, sa partie imaginaire c'est bêta. Donc le z il est là, donc z égale alpha plus i bêta. Si on sait que la transformée de la place de f pour ce z là il existe, alors donc le alpha il est là, donc pour tous les p telle que la partie réelle de P est plus grande que la partie réelle de Z, ça c'est la partie réelle de Z,
Donc les P qui sont dans C et tels que leur partie réelle est plus grande que la partie réelle de Z sont par là, sont dans cette partie-là. Donc, pour tous les P qui sont ici, on va avoir la transformée de la place de F en P, il va exister sans problème. Ce qui signifie que l'ensemble, c'est l'ensemble des parties réelles des Z pour lesquelles la transformée de la place de F en Z existe. Cet ensemble-là, il a l'une des formes suivantes. Donc, soit il est égal le vide, c'est-à-dire L de F de Z n'existe pas pour quel que soit Z appartenant à C, soit il est de la forme alpha plus l'infini ouvert du côté de alpha, soit il est de la forme alpha plus l'infini fermé du côté de alpha, c'est-à-dire il a cette forme-là. Donc l'ensemble des Z pour lesquels la transformée de la place existe, il a cette forme-là. Et l'ensemble de leurs parties réelles, il va être de cette forme-là. Donc alpha plus l'infini. Donc ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, cet ensemble-là peut être égal à R, c'est-à-dire la transformée de la place, il va exister pour tous les complexes. C'est-à-dire, donc l'ensemble des Z pour lesquels la transformée de la place existe, ça va être égal à C. Donc ce alpha, on l'appelle l'abscisse de convergence de F. Et on le note par alpha indice petit f. Donc on vient de voir que le alpha f, donc il a cette forme-là. Il est soit égal à plus l'infini, lorsque e égale à z, transformé de la place n'existe pour aucun z, soit c'est égal à moins l'infini, c'est la transformée de la place, il existe pour tous les z appartenant à C, soit il est de la forme alpha, lorsque la transformée de la place, il existe donc d'un côté, il existe d'un côté pour les z qui sont dans cette partie-là, et il n'existe pas pour les z qui sont dans cette partie-là. Donc on a un alpha ici. Donc la droite verticale du plan complexe, donc la droite, c'est l'ensemble donc des z du plan complexe, tel que la partie réelle de z égale alpha p. Donc cette droite-là, il partage donc le plan complexe en deux demi-plans, le plan P1 et le plan P2. Le plan P1, c'est le plan qui contient donc les P qui sont des complexes, pour lesquels la transformée de la place de petit f, c'est-à-dire grand F, il existe. Et dans ce cas, la partie réelle de P est plus grande strictement à alpha indice f. Et l'autre moitié du plan, c'est la moitié donc, qui contient donc les complexes tels que la partie réelle de P est plus petite que alpha indice f. C'est dans ce domaine-là, donc la transformée de la place de f n'existe pas. Donc dans cette moitié-là, il existe. Donc on a le plan complexe, il est séparé en deux. Une moitié, là, il existe, mais dans cette moitié-là, donc la transformée de la place n'existe pas. Donc on a donc ce schéma-là. Ensuite, donc un exemple. Donc on sait que pour P appartenant à C, tel que la partie réelle de P strictement supérieure à 0, on a trouvé que la transformée de la place de la fonction Diviside appliquée à P c'est égal à 1 sur P. Et si on prend un P tel que la partie réelle de P strictement inférieure à 0, la transformée de la place ne va pas exister en P. Et donc l'abscisse de convergence va être égale à 0. Donc si on prend P de la forme A plus IB, tel que A est strictement inférieur à 0, donc si on veut calculer la transformée de la place de la fonction, donc si on veut calculer la transformée de la place de U, appliquée à ce P là,
ça va faire l'intégrale de 0 plus l'infini. Donc la fonction diviside, donc entre 0 plus l'infini est égal à 1, donc il reste ici exponentielle moins pt dt. Et ça c'est égal à moins 1 sur p, donc exponentielle moins pt entre 0 et plus l'infini. Mais l'exponentielle de moins pt, c'est exponentielle moins at, que exponentielle moins bit. Cette quantité-là, puisque a est négative, avec le moins c'est positif, que multiplier le t qui est envers plus l'infini, cette quantité-là elle va tendre vers plus l'infini. Et donc cette limite-là ne va pas exister, ne va pas être finie. Dans ce cas-là, donc la transformée de Laplace n'existe pas. Lorsque la partie réelle de p est strictement inférieure à 0. Lorsque la partie réelle est strictement supérieure à 0, on a déjà fait le calcul, on a vu que ça existe, ça donne ça. Et donc dans ce cas-là, l'abscisse de convergence, c'est le plus petit des réels qui sont plus grands que 0. Et donc c'est exactement égal à 0. L'inf des réels qui sont plus grands que 0, c'est égal à 0. Donc l'abscisse de convergence, dans ce cas-là, c'est égal à 0. Ensuite, si on prend un A qui est un complexe qui appartient à C, et pour tout T appartenant à R, on va poser la fonction f de T égale l'exponentielle de AT U de T. Donc pour P, un complexe appartenant à C, tel que la partie réelle de P, est strictement supérieure à la partie réelle du A, le A qu'on a fixé en avant. Alors, la transformée donc de Laplace de f en P, c'est par définition l'intégrale de 0 à plus l'infini, de l'exponentielle moins pt, que multiplie l'exponentielle de at, que multiplie u de t qui est égal à 1. Donc ce produit-là, on regroupe les exposants, on va trouver que c'est égal à l'exponentielle de a moins p, le tout, que multiplie t dt. Donc primitive de la fonction exponentielle de alpha t, donc c'est égal à 1 sur alpha, exponentielle alpha t entre 0 et plus l'infini. Donc on fait sortir le 1 sur a moins p, et ce qui est à l'intérieur, donc on va faire ici, lorsque t tend vers plus l'infini, on va écrire ici la limite quand t tend vers plus l'infini, de l'exponentielle a moins p t en 0, donc ça fait moins, exponentielle de 0, ça fait moins 1. Et puisque la partie réelle de P est strictement supérieure à la partie réelle de A, ça veut dire que la partie réelle de P moins A, qui est égale à la partie réelle de P moins la partie réelle de A. Donc ça, c'est strictement supérieur à 0, puisque cette quantité-là, c'est la partie réelle de P moins la partie réelle de A. Donc cet exposant-là, sa partie réelle est strictement supérieure à 0, comme on a expliqué avant. Donc cette limite-là, elle va être égale à 0. Et donc il reste 1 sur A moins P, qui multiplie le moins 1, donc ça fait 1 sur P moins 1. Donc on déduit que la transformée donc de Laplace de la fonction exponentielle à t u de t appliquée à P, c'est égal à 1 sur P moins 1. Donc lorsque A égale à 0, on retrouve la transformée de Laplace de la fonction U, qu'on a déjà calculée, on trouve que c'est égal à 1 sur P. Et donc si la partie réelle de P est strictement supérieure à la partie réelle de A, cette limite égale 0, et on a donc ce résultat-là. Et si la partie réelle de P est strictement inférieure à la partie réelle de A, donc la limite qu'on a ici ne va pas exister, et donc la transformée de Laplace ne va pas exister dans ce cas-là. Donc l'abscisse de convergence dans ce cas-là, c'est la partie réelle de A. Puisque lorsqu'on dépasse la partie réelle de A, on a convergence. Lorsqu'on est inférieur à la partie réelle de A, on n'a pas de convergence.
Donc l'abscisse de convergence de cette fonction f, dans ce cas-là, c'est la partie réelle de A. Une petite remarque dans la transformation de Laplace. Donc le nombre alpha indice P, il joue un rôle analogue à celui du rayon de convergence d'une série entière. Donc lorsque le module de Z est strictement inférieur au rayon de convergence, on a convergence de la série. Lorsque c'est strictement supérieur, on a divergence. Donc quelques propriétés de la transformée de Laplace. Donc soit f et g de fonctions définies, donc de R dans R ou dans C, donc continue par morceau, nul sur R-, et ayant donc respectivement comme abscisse de convergence alpha indice F et alpha indice G. Donc on va avoir les propriétés suivantes. Première propriété, l'holomorphie. Donc la transformée de Laplace de la fonction petit f, qu'on a noté par grand F, donc cette fonction grand F, il est holomorphe. Il est holomorphe dans donc D, dans le domaine D. D, c'est l'ensemble des complexes tels que la partie réelle de P est strictement supérieure à alpha P. Donc on a l'ensemble complexe, donc C. On a ici donc le alpha indice F à partir de alpha indice F, c'est-à-dire dans cette zone-là. Donc pour tout complexe dans cette zone-là, donc grand F de P, il est défini. Donc grand F de P, il est défini. Il existe et il est défini. Et donc dans ce domaine-là, la fonction grand F, d'après ce premier résultat, il est holomorphe, c'est-à-dire il est dérivable en chaque P appartenant à ce domaine-là. Donc c'est l'ensemble des P qui sont des complexes, tels que la partie réelle de P est plus grande que le alpha indice F. Donc il est holomorphe, et donc on peut la dériver autant de fois qu'on veut. Donc grand F' de P, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de la dérivée de la fonction f de t exponentielle moins pt. Lorsqu'on dérive cette fonction-là par rapport à p, puisque grand f de p, c'est une fonction en p. Donc on va avoir ici un moins t qui va descendre. On va avoir moins t exponentielle, donc moins pt, f de t dt. Donc le t il est là, le moins il est là. Et donc on voit que grand f' de p, c'est la transformée de Laplace de la fonction moins t f de t. Là on fait entrer le moins à l'intérieur, ça fait moins t f de t. Donc ça c'est la définition de la transformée de la fonction moins t f de t appliquée à p. Ceci quel que soit p appartenant à d. Et par récurrence, donc là on a dérivé une fois, si on dérive m fois, c'est-à-dire la dérivée m de f en p, c'est-à-dire la dérivée m de la transformée de Laplace de f, c'est égal à la transformée de Laplace de la fonction moins t à la puissance m f de t. Si on dérive une fois, donc on va avoir ici un moins t. Si on dérive deux fois, on va avoir moins t au carré, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier résultat. Deuxième résultat, si lambda et mu sont deux réels, alors l'abscisse de convergence de la fonction alpha f plus mu g, c'est le max de alpha f et de alpha g. Donc si on a le plan, il est là. Si on a ici alpha f, là on a alpha g. Là c'est l'abscisse de convergence. Donc on a dit que alpha f, donc c'est l'abscisse de convergence de la fonction f. Là c'est l'abscisse de convergence de la fonction donc g. Donc là si on prend le maximum, c'est-à-dire dans cette partie-là, donc on va avoir la transformée de Laplace de f et la transformée de Laplace de g qui sont définies.
Et pour lambda mu, on va avoir aussi lambda f plus mu de g qui va être, sa transformée de la place va être définie. Et la transformée de la place de la combinaison linéaire alpha f plus mu g, c'est tout simplement lambda, la transformée de la place de f, plus mu, la transformée de la place de g. On a donc, comme cette histoire de transformée de Fourier, on a la linéarité. Transformée de la place d'une dérivée. Donc, C de plus f, elle est continue, de classe C1, c'est-à-dire à dérivée continue par morceau. Donc, f, il est supposé continu, de classe C1 par morceau sur 0 plus l'infini. Donc, ici, on a l'intégrale de 0 à plus l'infini de module f' de t exponentielle moins alpha t dt qui est strictement inférieur à plus l'infini. Alors, f', il va avoir aussi sa transformée de Laplace qui va être définie. Et on va avoir la transformée de Laplace de la fonction f', c'est égal à p fois la transformée de Laplace de f moins f de 0. La transformée de Laplace de f', donc ça c'est un résultat intéressant à retenir, c'est p fois la transformée de la fonction, la transformée de Laplace de la fonction f moins la constante f de 0. Ceci quel que soit p appartenant à d. Et plus généralement, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de module de la dérivée km de f en t, exponentielle moins alpha t dt. Si cette intégrale-là, si ces intégrales-là sont finies, pour k allant de 0 jusqu'à n, alors la transformée de f seconde, c'est égal à p au carré fois la transformée de f, moins p fois f de 0, moins f' de 0, quel que soit p appartenant à d. Et on peut continuer donc jusqu'à la dérivée km, donc on va avoir la transformée de la place de la dérivée km de f, c'est p à la puissance k, la transformée de la place de f en p, moins cette combinaison-là. Cette combinaison-là, c'est la somme de 0. Donc, en fait, on va avoir donc la transformée de la place de la fonction f, la dérivée km, ici, c'est la dérivée km, f, en p, c'est la fonction p à la puissance k, la transformée de la place de la fonction f appliquée à p, moins, donc pour 0, donc pour m égale 0, ça fait p à la puissance 0, donc là on va voir f, pour m égale à 0, ça fait k moins 1, donc la dérivée k moins 1 de f en 0, donc moins, ensuite moins, pour m égale 1, c'est p, la dérivée k moins 2 de f en 0, moins p au carré, la dérivée k moins 3 en 0, et on va continuer donc jusqu'à m, donc m va de 0 jusqu'à k moins 1, pour m égale à k, donc moins 1, on va avoir la dérivée zéroième, c'est-à-dire on va avoir p à la puissance, donc k moins 1, la dérivée zéroième de f, c'est-à-dire f de 0. Donc ça c'est un polynôme en p, c'est un polynôme en p, et dont les coefficients sont les dérivés donc d'ordre h, donc avec h donc qui varie donc varie entre 0 et k moins 1. Donc cette formule-là, donc qui sera utile dans la suite. Ensuite, donc on a donné une relation entre la dérivée, la transformée de la dérivée de f et la transformée de la place de f. Maintenant, on va voir la transformée d'une primitive. Donc, supposons que f est de classe C0, c'est-à-dire qu'il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini pour tout t supérieur ou égal à 0. Si on pose phi de t, c'est l'intégrale de 0 à t de f de x dx, on sait que cette fonction-là,
c'est une primitive de f, c'est-à-dire lorsqu'on fait phi', on va trouver que c'est égal à f. Donc phi' de t c'est égal à f de t. Donc la fonction phi, c'est une primitive de la fonction f. Et c'est la primitive qui s'annule en 0. Si on fait phi de 0, ça fait l'intégrale de 0 à 0 de f, donc ça fait tout simplement 0. C'est une primitive de phi. Donc si la transformée de la place de petit f existe, alors la transformée de la place de sa primitive phi existe aussi. Et nous avons cette propriété-là. Donc la transformée de la place de la fonction phi en p, c'est tout simplement 1 sur p que multiplie la transformée de la place de f en p. Ceci quel que soit p appartenant à d. Donc dans la propriété précédente, on avait donc la transformée donc de f' égale à p fois la transformée de f moins f de 0. Donc ce f il s'annule en 0. On va avoir donc une relation entre la transformée de f et sa dérivée. Si on pose f' égale à g, donc on va avoir L de g est égal à p L de sa primitive, c'est-à-dire la transformée de la primitive égale 1 sur p, la transformée de la fonction f. Donc phi c'est la primitive de f. Ensuite, une autre propriété donc de la transformée donc de la place qui ressemble à la propriété qu'on a déjà vue pour la transformée de Fourier. Donc ça concerne les changements d'échelle pour a strictement supérieur à 0. Si on change l'échelle des t, c'est-à-dire la t est multipliée par a, donc ça dépend de a s'il est plus grand que 1 ou plus petit que 1, donc le a de t, c'est a plus grand que 1, le a de t il va devenir plus large que le t. Si a est strictement inférieur à 1, le a de t va être plus petit que le t. Donc là c'est un changement d'échelle pour au niveau donc des t, de la variable qui se trouve à l'intérieur de petit f. Et là, le grand f de p sur a, c'est aussi un changement d'échelle. Donc là, on multiplie par a, là, on divise par a. Donc lorsque l'échelle des t devient grande, ça veut dire que l'échelle des p devient petite, et inversement. Et là, à l'extérieur, on a ce coefficient-là, qui va apparaître. Donc de toute façon, on a cette formule-là. L de la fonction f appliquée à a de t, le tout appliqué à p, c'est 1 sur a, grand f appliqué à p sur a. Ceci, quel que soit p à p, tel que la partie réelle de p sur a, est supérieur ou égal à l'abscisse de convergence de f. Ça, c'est pour que cette quantité-là existe. Il nous faut cette condition-là pour que cette quantité-là, c'est le grand f appliqué à p sur a, existe. Il y a aussi une formule qu'on appelle donc la formule du retard. Donc si a est strictement supérieur à 0, la transformée de Fourier de f appliquée à t moins a, c'est égal à l'exponentielle de moins ap que multiplié la transformée de f. Donc là on appelle cette formule-là formule du retard. Donc là on a t moins a. Lorsqu'on écrit t moins a, donc on va avoir un décalage de l'origine. Ensuite, on a aussi la propriété donc 7 qui concerne donc le produit de convolution qu'on a déjà défini. Donc le produit de convolution de f et g, lorsque f il est nul pour les t entre moins l'infini et 0, g il est nul aussi entre moins l'infini et 0. Donc dans le produit de convolution, il reste l'intégrale de 0 à x. Entre moins l'infini, c'est 0 à cause de f de t. Entre x et plus l'infini, c'est nul à cause de g x moins t. Lorsque t est plus grand que x moins t il est négatif. Donc g de x moins t va être égal à 0, puisque g il s'annule pour les négatifs.
Et donc le produit de convolution dans ce cas-là, il reste uniquement l'intégrale de 0 à x de f de t g de x moins t. Donc lorsqu'on a donc f et g pour lesquels le produit de convolution il existe, donc on a l'abscisse de convergence de f étoile g qui va être égale au maximum de l'abscisse de convergence de f et l'abscisse de convergence de g. Et dans ce cas-là, transformer de la place du produit de convolution, c'est le produit des transformés de la place. Ceci, quel que soit P, tel que la partie réelle de P est strictement supérieure à max de alpha F et alpha G. Donc là, on trouve que la transformée de la place du produit de convolution, c'est le produit des transformés de la place. C'est la même histoire qu'on a racontée pour la transformée de Fourier. Et là, on arrive donc à un théorème dans lequel on a une formule de réciprocité. Donc, soit f de R dans R ou dans C, qui est nul entre moins l'infini et 0, continue, tel que f de 0 égale 0. Et grand F de P, c'est la transformée de la place de la fonction petit f, satisfaisant les conditions suivantes. L'intégrale de 0 à plus l'infini de module de f de t exponentielle moins gamma t dt, cette quantité-là strictement inférieure à plus l'infini, c'est-à-dire c'est une quantité finie. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de module de grand F appliqué à gamma plus is ds, cette quantité-là aussi est une quantité finie pour un certain gamma, si on a ces deux conditions-là, pour un certain gamma, alors la fonction petit f, c'est-à-dire f de t, on peut la retrouver à l'aide de cette intégrale-là. Dans cette intégrale-là, on voit qu'on a la fonction grand F. Et on a cette exponentielle-là. Si on calcule cette intégrale-là par rapport à petit s, donc le t, il va rester ici. Donc cette fonction, ça va être une fonction en t. Et cette fonction-là, c'est exactement égal à petit f de t. Donc on a f, donc on a sa transformée grand F. Et si on a la transformée grand F, on peut retrouver petit f à l'aide de cette formule-là qu'on appelle la formule de réciprocité. Une petite remarque, notons que pour n'importe quelle fonction grand F, on ne peut pas trouver toujours une fonction petit f telle que la transformée de petit f égale à grand F. Donc, il y a des fonctions grand F pour lesquelles il n'existe pas de fonction petit f telle que la transformée de la place de petit f, ça donne grand F. Donc, si grand F est la transformée de la place de petit f, on dit que petit f est la transformée de la place inverse de grand F et on écrit f de t égale à L moins 1 de grand F. On dit aussi que la fonction petit f est l'original de la fonction grand F. Donc ça, c'est juste une définition. On a petit f, on a sa transformée grand F. Cette fonction-là, petit f, on l'appelle l'original. Donc l'original de grand F. On l'appelle l'original de grand F. Ensuite, donc là, on a un tableau donc on peut retrouver en faisant les calculs. Donc on a vu que lorsqu'on prend f de t égale à la fonction diviside, sa transformée de la place, c'est la fonction grand F de P égale à 1 sur P. Pour la fonction puissance, on a vu que c'est n factoriel sur P à la puissance n plus 1. On montre par des calculs qui ne sont pas trop compliqués, mais parfois qui sont là, la transformée de la place de la fonction racine de t, c'est la fonction racine de pi sur 2 qui multiplie 1 sur p à la puissance 3 demi. La transformée de la fonction 1 sur racine de t, c'est racine de pi 1 sur p à la puissance 1 demi. On a déjà vu que la transformée donc de la place de la fonction exponentielle a t, c'est 1 sur p moins a. Et donc, l'exponentielle de moins at va avoir comme transformée de la place la fonction 1 sur p moins a, c'est-à-dire 1 sur p plus a.
Et à l'aide de ces formules-là, et en passant par l'expression du sinus oméga t en fonction exponentielle, on a transformé de la place de cette fonction-là, c'est celle-là, transformé de la fonction t cosinus oméga t est donné par cette expression-là. Et là, donc, on peut retrouver toutes ces fonctions-là en faisant donc des calculs. Parfois, ce tableau-là, il est utile donc pour retrouver la transformée de Laplace de façon rapide. Donc ensuite, comme je viens de dire, donc pour A appartenant à R, et par décomposition en exponentielle, nous avons la transformation suivante. La transformée de Laplace de la fonction ch de A de t appliquée à P, c'est égal à P sur P carré moins A carré. La transformée de Laplace de la fonction sinus hyperbolique A de t, ça fait A sur P carré moins A carré. La transformée donc de cosinus A de t, ça va faire P sur P carré plus A carré. Et la transformée de sinus A t, ça fait A sur P carré plus A carré. Donc, parmi donc les utilités donc de la transformée donc de Laplace, c'est le calcul, la résolution donc de certaines équations différentielles. Donc, à l'aide d'un calcul formel, la transformation de Laplace donc nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes différentiels à conditions initiales. Ce procédé technique, on l'appelle calcul opérationnel ou bien calcul symbolique. Donc la détermination des images et des originaux donc se fait dans la pratique à l'aide de la table des transformés de Laplace, appelée aussi dictionnaire d'images. Donc on va voir tout de suite un exemple. Donc on se propose donc de résoudre l'équation différentielle y' plus 3y égale exponentielle moins 2t. Donc évidemment la variable ici c'est t, y' de t, la dérivée de y par rapport à t, plus 3 fois y de t, c'est égal à exponentielle de moins 2t. Avec la condition initiale que y en 0, y de 0 égale 1. Donc si on veut résoudre cette équation différentielle avec condition initiale, donc on va considérer, on va poser grand L de y, c'est-à-dire la transformée de Laplace de y, on va l'appeler grand y de p. Donc, et en calculant la transformée de Laplace des deux membres qui sont ici, donc on va faire, donc d'après l'égalité 1, on a deux fonctions qui sont égales. Cette fonction-là, f de t égale g de t. Donc on a une fonction f de t égale g de t. Ça veut dire que la transformée de la fonction f appliquée à p, c'est égal à la transformée de la fonction g appliquée à p. Donc, on va appliquer donc la transformée de Laplace à chaque membre de l'équation. Et par linéarité, là, on va avoir, lorsqu'on veut calculer la transformée de Laplace de f, c'est la transformée de cette somme-là. Par linéarité, donc ça va faire la transformée de Laplace donc de la fonction y' en p, là la variable qui est à l'extérieur c'est p, plus 3 fois la transformée de Laplace de la fonction y appliquée à p. Ça doit être égal à la transformée de Laplace de la fonction exponentielle moins de t appliquée à p. On sait que la transformée donc de la fonction f', ou bien y', on a déjà la formule, donc la transformée d'une dérivée, donc d'après ce qu'on a déjà vu dans le cours, on va utiliser donc cette formule-là. La transformée donc de f', on sait que c'est égal à p fois la transformée de f, moins f de 0. Donc là, la transformée donc de y',
ça va nous donner, on va utiliser donc la formule qu'on vient de voir, c'est la transformée donc, c'est P, la transformée de Y appliquée à P moins Y de 0 plus 3 fois la transformée de Y. Donc toujours appliqué à P égale le second membre, on a déjà vu la transformée donc de la fonction exponentielle de AT. Exponentielle AT. D'après donc le tableau qu'on a déjà vu. Donc l'exponentielle ici de moins AT, c'est 1 sur P plus A. Nous, on a l'exponentielle de moins 2T, on va voir donc 1 sur P plus 2. 1 sur P plus 2. Donc ça fait 1 sur P plus 2. Donc finalement, on va voir P. L de Y appliqué à P, on lui a donné le nom grand Y de P. Moins Y de 0. Donc la condition initiale qu'on nous donne ici, donc Y de 0 égale à 1. Donc on va ici avoir ici un moins 1. Plus 3 grand Y de P. La transformée de la place de la fonction Y, c'est grand Y de P. Tout ça, ça doit être égal à 1 sur P plus 2. Donc on regroupe, on factorise le Y de P, on va avoir P plus 3, que multiplier donc grand Y de P, va être égal à 1 sur P plus 2. On fait passer le moins 1 de l'autre côté, ça fait donc 1 plus 1. Et donc ça va faire un P plus 3 sur P plus 2. Ce qui donne finalement que grand Y de P c'est égal, on va diviser par P plus 3, on va avoir 1 sur P plus 2. Et donc cette fonction-là, est-ce qu'on connaît une fonction dont la transformée donc inverse, est-ce qu'on connaît une fonction donc comme je viens d'expliquer, donc on arrive à grand Y de P égale 1 sur P plus 2. Or on sait que 1 sur P plus 2 c'est la transformée donc de la place de cette fonction-là. C'est-à-dire ça c'est égal, c'est que c'est la transformée donc de la place de la fonction exponentielle moins de t, évidemment u de t. Donc cette fonction-là, on la prend pour les t positifs. Donc c'est la transformée de cette fonction-là. Donc ça, c'est la même chose que la transformée donc de la place de la fonction y qu'on cherche. Et on sait que la transformée de la place lorsqu'il existe, l'original lorsqu'il existe, il est unique. Donc forcément, le y de t égale à exponentielle moins de t, quel que soit t supérieur à 0.